Mais je vous rassure, nous aurons la majorité qu'il faut. Et je vous rassure, sur un second plan, le peuple béninois va se prononcer aussi par référendum, quelle que soit la majorité que nous aurons à l'Assemblée nationale. Vous aviez publié un chronogramme. Est-ce que vous nous rassurez également que vous tiendrez dans ce agenda-là? Vous allez avoir les annonces les plus fortes du président de la République de ce point de vue. Nous allons tenir dans le délai. Vous savez, dans les États africains surtout, et dans le Nord, lorsque vous annoncez les réformes, qui sont des réformes touchant la Constitution, si vous ne les effectuez pas dans la première année, vous ne les effectuerez plus. Et donc nous tenons à cela. Les réformes constituent la priorité de Patrice Talon et nous allons l'aider à le faire. Le grand rendez-vous. On peut considérer ce que vous venez de dire comme une belle transition pour aborder la suite de l'émission. Nous allons à présent parler des priorités du nouveau président. Il se dit que le président a déjà un programme de gouvernement sur les 3 premiers mois d'un mandat qui promet d'énormes surprises dans les priorités, dans le mode opératoire, et dans le feeling. Vous qui êtes dans le secret de ces choses qui s'organisent, quels sont les éléments clés de ces premiers 90 jours du nouveau système? Premièrement, c'est la mise en œuvre de tout ce qui a été annoncé comme réforme institutionnelle. Et donc, mettre en place le mémorandum de conduite de la révision de la Constitution sur les éléments que vous savez. Ce n'est pas une révision qui touche les contre-pouvoirs, c'est une révision qui les renforce plutôt. Ce n'est pas une révision qui renforce le pouvoir exécutif, c'est une révision qui soulage le pouvoir exécutif de certaines de ses prérogatives qui sont pathogènes, n'est-ce pas? Et donc cette réforme, ce comité de réforme sera très rapidement mis en place. De toutes les manières, Patrice Talon va décliner le programme détaillé. Et bien entendu, il faut mettre en place aussi les leviers de relance de l'économie. Il y a des insatisfactions extrêmement graves sur lesquelles nous ne pouvons pas ne pas réagir. Et donc les leviers de relance du secteur privé, les leviers de relance de l'économie d'une manière générale, les leviers de satisfaction des problèmes sociaux. Et donc ces leviers-là seront mis en place dans les 3 premiers mois. Et bien entendu, le démarrage, c'est le gouvernement. Il sera annoncé aussitôt. Probablement le 6 avril, Patrice Talon va livrer la composition de son gouvernement. C'est une équipe qui sera... Ça, c'est bien un nouveau feeling, il n'y a pas d'attente pour là. Il n'y aura pas d'attente. C'est une équipe qui sera très rapidement, qui prendra en charge les affaires de l'État. C'est une équipe qui sera constituée d'hommes et de femmes compétents, d'hommes et de femmes conscients des enjeux, d'hommes et de femmes qui ne vont pas apprendre dans les ministères qui sont ministres, d'hommes et de femmes qui ne font pas apprendre dans les ministères où se trouvent les dossiers, d'hommes et de femmes qui auront à cœur non pas de rechercher les solutions, bien sûr, mais de les mettre en œuvre avec l'appui, avec l'accompagnement de tous, l'accompagnement institutionnel, mais également l'accompagnement politique. Donc c'est une équipe de combat qui sera mise en place. Une équipe de combien de membres? Et je ne suis pas le président de la République. Ce que 18, 16. Le chiffre finalement c'est 20, il y a beaucoup de chiffres qui circulent finalement. Je pense qu'il y a une nouvelle activité qui va se développer. Voilà le loto sportif, mais aussi quand on joue sur les chiffres, comme en Grande-Bretagne, quelle sera la couleur du premier vêtement de la fille de la princesse. Voilà, donc nous allons on va faire le loto du chiffre. Voilà, mais ce que je peux vous dire, c'est une équipe resserrée, mais considérablement resserrée, qui sera mise en place. C'est une équipe qui sera soudée autour du chef. Cela est sous-tendu par quoi? Le souci de la réduction du train de vie de l'État, c'est cela? Ou c'est beaucoup plus la recherche de l'efficacité qui amène à resserrer l'équipe, comme vous l'avez déjà entendu le dire? Le refus de la complaisance. Ce n'est pas parce que l'on a beaucoup d'amis que le gouvernement sera composé de beaucoup de personnes. Donc il n'y aura pas un gouvernement de remerciement? Il n'y aura pas un gouvernement de remerciement, il a lui-même dit. Il n'y aura pas un gouvernement dont les priorités seraient politiques, genre équilibre régional, genre parité. Équilibre genre. Exactement. Lorsque le partisan est compétent, oui, il sera dans le gouvernement.
Lorsque la femme, elle est compétente, oui, elle sera dans le gouvernement. Voilà, donc il y a le critère compétence qui est le critère majeur. Nous sommes dans le fond du gouffre, nous sommes dans l'abîme. Il faut des hommes et des femmes, il faut des hommes et des femmes en capacité de nous en remonter. Il faut des hommes et des femmes en capacité de conduire les réformes essentielles. Après, Patrice Talon se donnera les coups des franches pour composer, évidemment, mettre en place les équipes qui tiendront compte de l'ensemble des enjeux politiques. Bien, pour le départ, le nouveau départ, le véritable départ, eh bien, il y aura une équipe resserrée autour du président de la République. Et il y a eu aussi cette polémique de profil donc de ministres. Les anciens ministres, les ministres de Boni Yayi notamment, ne seraient pas acceptés dans ce gouvernement. Vous savez, le critère, il est déterminé. C'est le critère compétence. La qualité de béninois. Si nous arrivons vraiment à retirer aux anciens ministres la qualité de béninois, on peut les exclure s'ils sont compétents. Si nous arrivons à leur retirer leurs compétences, on peut les exclure. Mais c'est le critère le plus important. Que l'on soit ancien ministre ou nouveau ministre, c'est le critère le plus important. Mais évidemment, Patrice Talon ne va pas constituer un gouvernement exclusivement d'anciens ministres de Boni Yayi. Mais retenons que le critère le plus important, c'est le critère compétence. Oui, M. Bueno, au-delà des réformes politiques et institutionnelles qui apparaissent d'ailleurs comme les propositions phares du projet du nouveau départ, le président élu devra rapidement faire face à la misère du plus grand nombre. Quelles sont les mesures d'urgence par rapport à la pauvreté qui indéniablement a pris des fortifiants ces dernières années? Vous savez, la pauvreté, c'est d'abord l'éducation, la santé. C'est d'abord les différentes régies de l'État qui permet de donner souffle et ressources aux opérateurs publics, aux opérateurs privés, à l'économie interne. La pauvreté, c'est aussi la dette extrêmement importante, n'est-ce pas? La dette intérieure extrêmement importante. Oui, ça, on va en parler. Voyez-vous. Donc les premières mesures seraient d'abord de satisfaire de soulager cette dette intérieure. C'est de permettre aux opérateurs privés de pouvoir satisfaire leurs propres obligations, de pouvoir recruter. L'État ne peut pas, en dépit de toute sa générosité, faire face entièrement au défi du chômage. Il faut stimuler l'initiative privée. Et l'État va commencer assez rapidement à satisfaire cette dette, à libérer, n'est-ce pas, ça n'a pas d'obligation en ce qui concerne la dette intérieure. Et j'ai dit tout à l'heure, à mettre en œuvre les leviers, le partenariat public-privé, pour faciliter les investissements. Nous aurons un débat à l'Assemblée nationale de ce point de vue. À faire en sorte que les dépenses, je veux dire, exubérantes, n'est-ce pas, les dépenses de confort puissent être évitées, à faire en sorte de concentrer les ressources sur l'utile et le nécessaire, à faire en sorte d'encourager l'artisanat, d'encourager l'agriculture, parce que c'est le terreau de l'emploi, l'artisanat et l'agriculture, à faire en sorte d'accompagner les différents acteurs de l'économie dans la formation et dans la recherche des crédits qui leur permettent, n'est-ce pas, d'assurer aussi leur part d'obligation. Et donc tout cela se mettra en œuvre assez rapidement, concomitamment avec les réformes qui seront engagées. Mais je veux insister, les réformes sont nécessaires parce qu'elles constituent la fenêtre, les fenêtres que nous allons ouvrir pour permettre à l'oxygène économique de rentrer dans notre chambre. Et donc nous allons insister sur ces réformes au même moment que nous insisterons sur les leviers économiques. Oui, mais M. Diogbenou, ces choses sont tellement importantes, disent les Béninois, qu'il est nécessaire, en tout cas il y a une frange qui défend cela, il est nécessaire aujourd'hui que les Béninois s'asseyent pour ensemble définir un vrai nouveau départ. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, si nous allons tous nous mettre en faculté, alors qu'on manque de pain, on manque de toit, on manque de soins, Patrice Talon, en responsabilité, se préoccupera de satisfaire le pain, le toit, les soins, l'école. Nous n'allons pas nous attendre à une discussion théorique sur faire des débats idéologiques
sur ce que c'est que le nouveau départ, etc. Chacun sait ce que c'est que le nouveau départ. Le nouveau départ, c'est de rompre avec les pratiques antérieures. C'est de faire en sorte que le président soit partout en tout et sans se concentrer sur l'essentiel. C'est de faire en sorte qu'un gouvernement, les ministres soient partout, alors qu'il y a des dossiers importants sur lesquels ils doivent se prononcer. C'est de faire en sorte que nous puissions éviter d'utiliser les deniers de l'État à des dépenses qui ne sont pas nécessaires. C'est de faire en sorte d'accompagner la famille, c'est de faire en sorte d'accompagner l'entreprise, c'est de faire en sorte que les talents puissent être célébrés, c'est de faire en sorte que la compétence puisse être célébrée. Ce que les jeunes disent, ce n'est pas, mais quand même, si je me présente à un concours, est-ce que j'ai des chances de réussir par rapport à ma compétence? Patrice Talon dit oui. Et cela, nous allons répondre très, très rapidement à cela. De faire en sorte que les concours soient des concours organisés avec qualité, avec transparence. C'est de faire en sorte que celui qui n'est pauvre, comme nous tous, puisse avoir vraiment entretenu l'espoir de sortir de sa situation de pauvreté. Et ça, Patrice Talon ne va pas attendre. Mettre en place, je ne sais pas ce que vous... Donc, aucune chance de ces assises appelées par Pascal René Koupaki, par Ablaye Biotiane, par exemple, aucune chance. Ce n'est pas à exclure, mais il faut répondre. Il y a des urgences auxquelles il faut répondre. Et je pense que les uns et les autres sont associés à la réponse, n'est-ce pas, ces urgences-là. Il y aura des séminaires gouvernementaux, il y aura des concertations, il y a déjà des concertations sur les leviers que l'on va mettre en place et sur les solutions que l'on va proposer. Mais nous sommes dans une situation d'urgence absolue. Nous discutions tout à l'heure, le taux de pauvreté a augmenté de manière surprenante, n'est-ce pas, en 2006. De 2006 à 2016, nous sommes plus pauvres en 2016 qu'en 2006. Vous voyez, j'ai compris, moi, que pour connaître son pays, il faut faire de la politique. Juste aller dans des régions de notre pays où le mot pauvreté, je croyais le connaître dans le dictionnaire. Mais il faut le voir, le mot pauvreté. Et on ne peut pas voir ces urgences-là et attendre, rassembler les élites, discuter, disserter. Non, il faut concerter. Et il faut décider. Et donc, concerter, décider, ce sera l'outil que Patrice Talon va mettre en œuvre pour répondre très rapidement à ces urgences. Alors, Maître Bouenou, il n'a déjà pas pris service, Patrice Talon, qu'il appréhende l'ampleur du désastre. Le président élu annonce, vous l'avez rappelé tout à l'heure, une dette intérieure de 300 milliards. Et plus de 300 milliards. Plus de 300 milliards. Or, les autorités en fin de mandat nous avaient toujours signifié que tout allait bien. Comment cela se peut? D'où tient-il ces chiffres? Et que ces dettes sont épongées d'ailleurs. Vous savez... déjà à la suite de la prestation de serment, l'un des premiers actes serait la connaissance, l'état des lieux. Et l'état des lieux sont les audits. Et ce n'est pas la presse qui ne sera pas associée à la connaissance de l'état des lieux, à l'établissement de ces lieux-là. Et donc les chiffres... rupture avec ce que Boni Yaya a fait en 2006. Il a eu l'état des lieux, mais jamais de publication. Il y a différentes manières de publier, je veux dire d'utiliser les résultats de ce diagnostic et de cette prise de vue de la situation exacte. Mais vous savez, en Afrique, nous avons des chiffres, mais il faut se poser la question de savoir si ces chiffres sont vrais. Mais nous devons, pour nous développer, il faut que nous soyons dans la vérité des chiffres aussi. Et donc, si ce pays allait si bien, ce n'est pas Patrice Talon qui aurait été président de la République. Vous voyez, il y a un candidat qui dit que lui, il est dans l'espérance que le pays va bien. Donc ce pays, vérifier que le pays va bien, c'est voir nos compatriotes, c'est voir leur état de vie, leur situation quotidienne. Et donc, cette situation appelle de la part des responsables publics que nous serons et que nous sommes déjà des réponses les plus urgentes. Nous ne pouvons pas dire que le pays va bien, en dépit des chiffres que l'on nous expose. Mais c'est nous seuls qui croyons en nos chiffres. Ceux qui sont nos partenaires ne croient pas en nos chiffres. Ils savent, eux, les chiffres qui sont réels. Alors, M. Jobben, vous parliez tout à l'heure de l'état des lieux. En attendant la passation des charges entre Boni Yaya et l'homme qu'il a passé ces 4 dernières années à combattre sans répit dans les ministères, offices d'État et autres structures publiques, on pille sans mesure les équipements et autres biens à disposition, changement de moteur au véhicule, déménagement des tables et chaises, d'ordinateurs, de rideaux, de tapis et de tout. C'est ce cas dénoncé cette semaine, vous l'avez suivi sans doute, le secrétaire général de la Finance
et certaines organisations de la société civile. Je vous propose d'écouter un extrait sonore à cet effet. Nous voulons saisir cette opportunité pour lancer un appel à la citoyenneté, au comportement des Béninoises et des Béninois sur les enlèvements de meubles, les enlèvements de matériel, les enlèvements de machines, les enlèvements de moteurs qui ne respectent pas les normes et l'éthique et la déontologie et qui, lorsque ces déménagements ne respectent pas les normes, je crois qu'il est important qu'on rappelle à l'ordre tous ceux qui sont en train de prendre impunément les matériels de l'État et qui les déménagent vers leur maison ou des endroits qu'on ne comprend pas. Ce que nous disons ici, qui est très très grave, c'est qu'il faut qu'on commence par auditer la plupart de ces ministères sur ce qui concerne le matériel qui est resté, qui doivent rester pour ces ministères. En tout état de cause, la plupart de ceux-là qui se rendraient coupables donc d'enlèvement, de détournement de matériel, de prise de machines ou d'enlèvement de moteurs de la plupart des voitures qui sont des voitures des ministères et de l'administration en général qui seront poursuivis. Nous allons davantage enquêter pour avoir plus de détails et que ceux-là se prennent au sérieux aujourd'hui. Nous demandons encore aux nouveaux ministres qui vont prendre les rênes de nos ministères pour que la lutte contre l'impunité commence par les audits qui vont être réalisés dans la plupart de ces ministères pour se rendre compte et à l'évidence des faits de ce qui reste pour l'administration et devrait demeurer pour l'administration pour qu'on n'aille pas piller nos entreprises, n'aille pas piller nos ministères au nom de la fin d'un régime pour pouvoir se contenter de ce que le régime, au nom de quoi doit-on laisser les gens faire ces choses? Si l'administration est une continuité, nous sommes en train de passer dans les ministères pour avertir les chefs matériels, pour avertir les chefs services à tous les niveaux et que les secrétaires généraux des ministères prennent des dispositions particulières pour arrêter ces saignées-là. Parce qu'il ne faut pas qu'on aille au-delà de ce qui est normal. Ce n'est pas possible aujourd'hui que l'administration soit un lieu de bandits, de voleurs qui arrachent, n'est-ce pas, les outils de travail des entreprises. Ce n'est pas possible. Oui, Maître Brenou, vous l'avez écouté, c'est Gustave Assa de la plateforme de la société civile. Comment appréhendez-vous ce phénomène qui est devenu maintenant récurrent et qu'on observe souvent à la fin d'un régime? Même à la présidence. C'est la pratique instaurée et une pratique regrettable. Il faut condamner. Il y a deux choses. Il y a la destruction, la dégradation, le détournement physique, matériel des biens de l'État. Il y a aussi les contrats que l'on signe. Il y a aussi les ordres, les paiements que l'on effectue. Si l'on ose faire le point ces dernières semaines, des paiements que l'on effectue, insoupçonnables que l'on effectue, sur les responsables auteurs de ces dégradations, de ces détournements de biens publics, la responsabilité sera engagée. Il n'y aura pas d'impunité. Nous avons dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais qu'on comprenne bien ce mot-là. Qu'on comprenne bien ce groupe de mots. Et d'ailleurs, qui est souvent mal compris. Ce groupe de mots. Eh bien, quand il y a des sorciers, il faut les chasser. Les sorciers n'ont pas bonne réputation. Bien sûr, il faut les chasser. C'est ça, c'est justement ça. Mais je veux dire la manière la plus solennelle. L'on ne poursuivra personne parce qu'il a une identité, parce qu'il y a une position politique. Pas le passé. Mais lorsque vous volez, lorsque vous dégradez, vous serez poursuivi. Je pense que les responsables qui ont la garde dans nos différents départements de ces biens, qui doivent assumer, vont assumer après. Il ne sera pas dit que c'est parce que tel ministre l'a ordonné. C'est la première chose. Il faudrait que nous le fassions demain pour éviter, à moi qui vous parle, de le faire après-demain. Il faudrait que nous soyons courageusement, n'est-ce pas, que nous soyons, que nous mettions d'accord pour sanctionner. Alors, je voudrais m'adresser particulièrement à la famille de ces autorités, aux épouses de ces autorités, aux enfants de ces autorités, qui reçoivent ces biens indus à la maison. Ce n'est pas demain qu'il faut courir pour voir le procureur ou le juge. Ce n'est pas demain qu'il faut courir pour savoir si son mari sera mis en garde à vue ou en détention. C'est maintenant qu'il faut refuser ça. C'est maintenant qu'il faut poser les questions de l'origine de ces biens en fin de mandat. C'est maintenant. Il y a des véhicules, on va laisser les camelotes, on va détourner les moteurs. Ils sont faits.
Et donc, le pays s'appauvrit, l'État s'appauvrit. Le peu de biens que nous avons, on les détruit. Et cela, les différents responsables vont l'assumer. Et je les appelle à arrêter, à suspendre. Et je les appelle à faire en sorte que, évidemment, en dépit politiquement de nos divergences, que l'on ne les reconnaisse coupables ou qu'on les suspecte, je veux dire, d'actes de destruction matérielle. Et sur les contrats, vous savez, il y a des contrats, il y a des appels d'offres qu'on a lancés et dont on prétend conclure le contrat le 4 avril. Je veux dire, non pas seulement aux différents responsables de nos différentes structures de marché public qui sont responsables, répondre d'eux et qui répondront, c'est ça. Mais aux différents partenaires de l'État qui seront bénéficiaires de ces contrats. Moi, je leur conseille une seule chose, de prendre les assurances les plus importantes. Les primes d'assurance doivent être extrêmement importantes. On ne peut pas opposer ces contrats à un État lorsque les conditions de conclusion de ces contrats sont manifestement léonines et apparemment illégitimes. Et donc, de ce point de vue, je n'exclus pas que l'on puisse s'engager à cela, mais il faut prendre les assurances juridiques les plus fortes. Et pourtant, Maître Diabueno, quand on observe l'état des lieux, eh bien, ces choses que vous dénoncez ne sont que des PKD. Quand on observe les scandales, le lot de scandales qui a jalonné donc le régime de Boni Yayi, qu'est-ce que le régime de Patrice Talon en fait? Vous savez, dans son programme, il y a le renforcement du pouvoir judiciaire, le renforcement de la justice. Le président de la République ne siégera pas au Conseil supérieur de la magistrature et donc il ne décidera pas de l'orientation de ces différentes procédures. À l'avenir, le président de la Cour suprême ne sera pas nommé par le président de la République. À l'avenir, nos juridictions, et déjà en ce qui concerne l'urgence, nous avons des magistrats qui sont en train d'attendre. Ils seront mis à contribution. Nous avons des recrutements à faire. Ces recrutements seront effectués. Mais nous allons renforcer sérieusement le pouvoir judiciaire en termes d'indépendance, en termes de moyens financiers, en termes de ressources humaines. Et de ce point de vue, il appartiendra à la justice de décider ce qu'il adviendra. Oui, alors, si vous permettez, Wilfried, on va dire... Oh, pardon. Wilfried Adou, si vous permettez, donc, et quand on parle donc de scandale, il y a un plus récent, le concours donc, de recrutement des douaniers, ce concours à polémique. Qu'est-ce que Patrice Talon en fera, par exemple? Ça fait la fraude corrompt tout. Mais il ne suffit pas de dire ça. Parce que vous et moi, encore moi, pour le moment, je suis hors du système. Il faut savoir raison garder et aller constater la réalité. Mais si la fraude est établie, la fraude corrompt tout. Donc rien n'est encore acquis. De quel pour ces douaniers recrutés, rien n'est encore acquis. Un responsable doit observer, doit analyser, doit examiner. Je suis par ailleurs avocat. Je ne peux pas me contenter de ce que chacun observe. Il faut établir véritablement que les concours sont frauduleux. Mais si cela est avéré, eh bien là, vous savez, connaissez Patrice Talon sur ces questions-là. La réponse sera faite. De toutes les manières, nous n'allons pas poursuivre dans la fraude. Nous n'allons pas encourager la fraude. La fraude sera combattue. Et à partir des concours récents, si ces concours sont avérés frauduleux, je dis bien, comprenez-moi bien, nous allons combattre la fraude, nous n'allons pas l'encourager et nous allons faire en sorte d'apprécier à partir des concours récents s'il s'avère que ces concours sont frauduleux. Et par exemple, ceux qui ont de faux diplômes dans l'administration publique, il y aura un audit aussi dans ce sens? Oui, si nous ne commençons pas à isoler chaque difficulté, je ne peux pas vous dire, nous n'allons pas passer les 5 années à faire des audits. Non. Vous voyez, mais chaque situation qui sera révélée sera traitée de la manière la plus rigoureuse possible. Alors, il y a une considération générale. La considération générale, c'est qu'il faut faire en sorte que la qualité revienne dans la maison, la compétence revienne dans la maison, que nous chassions la fraude de la maison. Il n'y aura pas de place pour les médiocres. Vous ne pouvez pas, dans une maison, encourager la fraude et espérer demain gagner la Coupe du Monde.
Si nous ne gagnons pas la Coupe d'Afrique des Nations, c'est parce que nous passons toujours par les voies de facilité. Il faut éviter les voies de facilité. C'est d'ailleurs pour cela que la réforme du système éducatif est une réforme importante. Autant nous encourageons nos enfants à tenir à la vertu, à tenir à l'effort, autant nous devrions répondre dans le comportement public, dans le comportement administratif, faire en sorte que, oui, la vertu, l'effort soient les éléments de conduite de l'action publique. Oui, M. Diogbenou, en attendant d'ouvrir le standard à nos auditeurs, je vais vous poser une dernière question. Le peuple du Bénin, vous le savez bien, est un peuple de gens pressés et exigeants, c'est connu. Sur une radio de la place qui a donné la parole cette semaine aux citoyens électeurs de Patrice Talon, j'ai été amusé d'écouter les desiderata des Béninois que j'ai noté, que je vous prie de suivre attentivement ici. À la synthèse de l'émission qui a duré 60 minutes, l'animateur a noté ceci: former un gouvernement de 15 à 20 membres maximum, éviter de nommer comme ministres les chefs de partis politiques, interdire formellement les marches, messes et kermesses de soutien et de remerciement, garantir et renforcer la liberté des médias, préserver et raffermir l'indépendance de la justice, laisser chaque institution jouer son rôle, organiser d'urgence 3 audits: l'audit de l'administration publique, l'audit des finances publiques et l'audit de la passation des grands marchés publics, annuler tous les concours frauduleux, permettre à la justice de punir sans règlement de compte les prédateurs reconnus comme tels des ressources publiques, ne plus jamais ordonner à la police de tirer sur des citoyens qui protestent, garantir d'urgence l'eau potable et l'énergie domestique à tous les Béninois, valoriser la vallée de Lomé. Avez-vous une idée de ce que pourrait penser le nouveau président de ces attentes? Absolument, c'est le cahier des charges. Ah oui, exactement, c'est le cahier des charges. Le résultat d'une conférence d'une assise nationale. C'est exactement le cahier des charges. Les marches, vous savez, Patrice Talon dit que si un ministre se permet de faire des marches de remerciement, il sortira du gouvernement. Vous voyez, si un ministre se permet. Vous savez, nous sommes en Afrique et curieusement, dans l'espace public, alors que l'espace public est destiné pour vendre la production, pour les opérateurs économiques, nous, l'espace public, c'est pour les chefs d'État. L'un des points de rupture, c'est cela. Vous n'aurez pas les images du chef de l'État à chaque carrefour de rue. Et déjà, les marches de remerciement, les messes de remerciement. Pas de marche, pas de messe non plus. Mais vous allez le constater. Vous n'aurez pas besoin de prière. Vous allez le constater. Vous savez, et nous sommes à Pâques. La foi est une affaire d'intimité. Une affaire d'intimité. Il n'y a pas d'être humain qui puisse affirmer qu'il n'a pas besoin de prière. Mais la prière utilisée à des fins politiques, non. La prière ostentatoire, non. Absolument pas. Absolument pas. Nous allons célébrer une nouvel évangile, le travail. Il faut mettre les uns les autres au travail. Il faut travailler soi-même. On dit que les Béninois sont insatisfaits, ils sont indisciplinés. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ils regardent celles et ceux qui sont à la tête de l'État. Ils suivent ce qu'ils font. Et nous ne sommes pas différents des autres peuples. Nous ne sommes pas constitués de gènes différents. Alors, donc, nous faisons exactement ce qu'on nous demande de faire. Et si on respecte ce que l'on a promis soi-même, nous suivons. Quand les Béninois vous écoutent, certainement, ils sont heureux, ils sont contents d'être dans la rupture, mais en même temps, certainement, ils ont peur que le pouvoir soit corrompu, que ce discours, cette conviction soit d'un instant à l'autre corrompu. Est-ce que cette peur ne vous habite pas également? Je voudrais améliorer votre question, si vous le permettez. Joseph Diogbenou avait, à un certain moment, un projet présidentiel lui aussi. Il voulait être candidat à l'élection présidentielle, et dans ce cadre, il y avait des documents qui avaient été élaborés, dont je me souviens du titre, la gouvernance par l'exemple. Vous qui êtes aujourd'hui l'un des compagnons de Patrice Talon dans cette aventure politique, est-ce que vous êtes arrivé à lui faire adopter le contenu de cet ouvrage? Est-ce que nous verrons un président qui va gouverner par l'exemple? Ou alors un type de prêcheur qui nous dira ce qu'il faut faire et qu'il fera autre chose? Sur la gouvernance par l'exemple, vous ne serez pas déçus. Et déjà, cela a commencé. Sur la gouvernance par l'exemple. Vous aurez une cérémonie de prestation de serment les plus sobres. Vous n'aurez pas les manifestations d'enthousiasme organisées par l'État. Mais vous ne pourrez rien contre des initiatives personnelles, des initiatives de groupe. Et par ailleurs, qu'il faut encourager. Je vais rebondir sur cette affaire de pagne. Vous voyez, Patrice Talon n'a pas demandé. Son équipe ne l'a pas fait.
Mais en même temps, si les opérateurs privés, si les initiatives privées prennent cette initiative et que cela leur permet de régler des problèmes quotidiens, des difficultés quotidiennes, et cela permet à d'autres d'avoir la joie de marquer leur temps, ce n'est pas Patrice Talon d'interdire cela. Nous sommes dans un contexte de libéralisme économique, de libre initiative. Et je le dis, moi, à titre personnel, si vous voulez me vendre un pain, si je suis d'accord, je vais l'acheter. Si je ne suis pas d'accord, je ne vais pas l'acheter. Mais je voudrais très publiquement et très formellement dire que Patrice Talon n'est pas à la manœuvre, il n'est pas à l'initiative, et aucun membre de son équipe n'est à l'initiative. Mais qu'il ne le décourage pas. Il ne le décourage pas. Voilà. Deuxièmement, vous avez dit le pouvoir corrompt. Oui, le pouvoir corrompt. Et il faut en être conscient. D'ailleurs, qui n'est pas corrompu dans la vie. Lorsque l'enfant naît et qu'il commence par goûter au sel et au sucre, c'est le début de la corruption. Vous voyez, c'est le début de la corruption. Là, ce qui nous rend humains, nous sommes des êtres, mais des humains. L'humain, c'est la résistance à la corruption. Nous sommes dans le cercle du pouvoir. Nous sommes exposés à toutes les tentations. Notre travail sera de résister le plus possible à ces tentations-là. De résister le plus possible. Moi qui suis à l'Assemblée nationale il y a un peu plus de 6-7 mois, je mesure. Lorsque vous passez devant les forces de l'ordre, tout se met au garde à vous, ça grise. Ça grise. Ça vous monte à la tête. Ça vous monte à la tête. Il faut savoir résister. Il faut savoir résister. Vous avez envie de montrer à tout le monde que vous avez des policiers derrière vous. Moi, j'ai renoncé à prendre un garde-corps. Parce que je ne veux pas que cela me monte à la tête. Je ne veux pas aller à l'université avec des garde-corps. C'est pas possible. Je resterai enseignant. Si la fonction politique prend fin, je retournerai à l'université. Je ne dirai pas que dans tous les cas, je ne l'aurai pas. Mais je résiste. Ce qui fait un homme politique qui se met au-dessus de la mêlée, c'est ça, développer sa capacité de résistance aux tentatives et aux tentations. Et donc c'est ce que nous allons faire. Je ne vous dis donc pas, mon cher ami, je ne vous dis donc pas que nous sommes des gens très vertueux, que nous serons insensibles à tout ça. Non, pas du tout. Mais vous allez nous aider à le faire. Nous allons résister le plus possible. Alors, pendant 6 mois, jusqu'aux élections législatives de 2007. Chacun a ses capacités de résistance. Justement, c'est ce que j'allais demander. Vous résisterez jusqu'à quand? Ne me posez pas cette question. Nous allons résister autant. Je voudrais vous dire, c'est à vous de nous aider à résister. Lorsque je vous inviterai quelque part, vous journalistes, et que vous allez refuser de prendre les perdièmes, vous allez m'aider à résister. Vous allez m'aider à résister lorsque, ami, vous n'allez pas me demander de placer l'un de vos cousins. Vous allez m'aider à résister. Aujourd'hui, je ne vous dis pas combien de CV j'ai déjà reçus. Et alors, nous parlons de la lutte contre la discrimination. Si je dois demander à Patrice Talon de faire suite à tout cela, nous aurions remplacé un système discriminatoire par un autre système. Nous allons résister, nous allons tenter de résister. Nous allons résister. Ceux qui vont nous aider à résister, ce sont nos épouses, ce sont nos conjoints, ce sont nos familles qui vont nous aider à résister. Nous allons faire notre part. Mais en même temps, nous sommes dans un contexte social. Et puis, bien entendu, la garantie formidable, c'est cette limitation de Patrice Talon dans le temps. Il dit qu'il ne fera que 5 ans. Ça veut dire quoi? Il n'a pas d'obligation, de devoir de gratitude. Il est peu enclin au chantage. Absolument. Et de ce point de vue, soyons rassurés. Je ne le dis pas, encore une fois, comprenez-moi bien, dans l'absolu. Nous sommes faits de chair, d'os, de sang. Dans l'absolu, c'est le Christ qui est descendu. Gardons-nous de le dire, parce que nous sommes des êtres humains. À partir du moment où nous oublions que nous sommes des êtres humains, c'est le début de toutes les tentations et de toutes les dictatures. Très bien, Maître Diop, nous allons enfin laisser la parole à nos auditeurs qui sans doute s'impatientent. 64 44 02 44 66 75 72 72. Avons-nous déjà le premier auditeur au bout de la ligne? Nous ne l'avons pas encore, il est là. Oui. Ah, voilà. Bonjour le plateau. Bonjour monsieur. Maître Diop. Bonjour. À qui avons l'honneur? Je suis Herman Metton. Oui, monsieur Metton, allez-y pour vos questions. Merci beaucoup. La première, c'est on a beaucoup entendu le président Patrice Talon et Maître Diop, mais la question de l'énergie qui préoccupe l'ensemble du peuple béninois, on ne les entend pas assez sur ça. Est-ce que c'est relégué à une position vraiment très lointaine? Je voudrais en savoir. Deuxième point, on a entendu M. Jacques Ayadi dire que désormais ce ne sera pas le programme de M. Patrice Talon, bien le projet, mais le projet de
que ça a été reformulé de l'ensemble de tous ceux qui l'ont accompagné au second tour. Je voudrais demander si cela est vrai. Troisième question, on dit que le pouvoir transforme. On dit autre chose, mais une fois dans le fauteuil, en tout cas, dans les conditions changent. Est-ce que ce ne sera pas le cas? Et enfin, pour terminer, que pense le candidat Patrice Talon des victimes de ICC Service? Vous savez que cela endeuille toute la population béninoise. Je sais que Maître Diogbenou en sait quelque chose. Est-ce que quelque chose est prévu? C'était Herman Metton. Je vous souhaite un bon week-end passé. Merci beaucoup, monsieur Metton, et bonne journée à vous. Notre auditeur est là, bonjour. Bonjour, mes chers journalistes. À qui avons l'honneur? Alatunde Abbas depuis Porto Novo. Et monsieur Abbas, allez-y pour vos questions. Je salue votre invité. Bonjour. Et je le remercie de toujours atténuer les adjectifs qu'utilisent nos journalistes pour enfoncer le supposé pécheur qui se sont trompés et qui ont retrouvé avant leur mort la voie du peuple à suivre. Écoutez, maître, c'est quand on a un bon résultat qu'on assume sa position et sa part de responsabilité active aux côtés d'un régime en place. Le feriez-vous en cas d'échec? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, très rapidement. Je vous dis une anecdote. J'ai été voir un politicien avant l'élection et je lui posais la question suivante. Comment pourriez-vous expliquer et convaincre la grande-mère du village du choix de votre candidat? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il dit qu'on n'a pas besoin de cette grande-mère pour faire le chaos. Maintenant, ma question, comment allez-vous, plus ou moins, satisfaire les attentes de cette grande-mère qui ne s'est pas trompée de choix sur vos promesses électorales? Merci et très bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur Abbas. Bonne journée à vous. Un autre auditeur là. Bonjour, à qui avons l'honneur? Monsieur Assoba, allez-y pour vos questions. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le journal. Bonjour, maître Diogbenou. Bonjour. Maître Diogbenou, après nous, ce ne serait plus nous, mais plutôt vous. Et avec ces événements spectaculaires et tous les azimuts auxquels nous assistons, et dont la liste pourrait être extensible à l'infini, n'avez-vous pas le sentiment qu'on va vers une pensée unique qui pourrait être un danger pour notre démocratie chèrement acquise et dont vous êtes un ardent défenseur? Autrement dit, s'il n'y a pas une contradiction, la vérité ne serait-elle pas absente dans la gouvernance du président Patrice Talon? Je vous remercie. C'était Soba Soba, à la journée 2004. Merci beaucoup, monsieur Assoba. Bonne journée à vous. Un autre auditeur est-il là? Oui, bonjour. Awandino Bruno depuis Porto Novo. Monsieur Awandino, allez-y pour vos questions. Oui, un des grands projets du nouveau président, c'est la reconfiguration de la classe politique au Bénin. La déliquescence que nous avons constatée, et vu que l'argent a été de beaucoup dans cette campagne, les jeunes qui sont talentueux, qui sont compétents, est-ce que c'est évident qu'ils trouveront toujours leur place dans ces parties-là? Est-ce qu'un mécanisme ne peut pas être mis en route, bien codifié, pour que des gens qui veulent être candidats indépendants, on puisse leur ouvrir une brèche? Ça, c'est ma question. La deuxième, le problème majeur que nous avons eu, c'est que les chiffres de croissance économique n'ont pas toujours reflété le bien-être, n'est-ce pas, des populations dans leur majorité. Qu'est-ce que Patrice Talon entreprend pour que ce mieux-être-là soit ressenti? Et enfin, ma dernière question, le ciment est une denrée très consommée. Et nous savons la chaîne, n'est-ce pas, des emplois qui peuvent être atteints si on diminuait le prix du ciment. Est-ce qu'avec M. Patrice Talon, le président, Patrice Talon, on peut avoir cette opportunité de diminution du prix du ciment qui va impacter beaucoup les Béninois? Merci. Merci beaucoup, monsieur Awandino. Nous allons prendre un dernier auditeur pour boucler la boucle. Bonjour. Bonjour. À qui avons l'honneur? Martin Denis Abodé. Oui, monsieur Abodé, allez-y pour vos questions. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Diogbenou. Bonjour. Pardon, y a-t-il réellement d'hommes politiques au Bénin? Si oui, sinon, mais le marquer. Pour être un homme politique, il faut être un homme de conviction. Ne jamais être un pantin, ni un mouton de panurge, ni un papillon qui vole de tige en tige. Que pensez-vous de ça? Monsieur Talon, Patrice, notre président, a parlé de la compétence. En même temps, il faut que le cadre choisi ait
de la perception d'esprit et l'ouverture d'esprit. En même temps, de la conscience. Il faut qu'il soit conscient devant le dossier, qu'il étudie, qu'il juge, et avant d'être consciencieux et accomplir sa tâche professionnelle sans faiblir. Et c'est ainsi qu'il va éviter de tomber dans la ruine de l'âme. Merci beaucoup. Que pensez-vous de ça? Merci beaucoup, M. Avodé. Bonne journée à vous. C'est des sujets de dissertation. J'aurai le temps d'y répondre après. Alors, il y a des questions en foison. Nous avons une très bonne moisson. J'espère que nous aurons le temps d'y répondre. Mais nous allons nous y lancer tout de suite. Et maintenant, on veut savoir ce que vous avez prévu pour régler le problème de l'énergie, qui est quand même l'une des plus grandes et les plus grosses difficultés que connaissent les Béninois aujourd'hui dans les ménages. Je pense que Patrice Talon s'est prononcé sur la question lors du débat du second tour et assez amplement. Toutes les solutions seront mises ensemble pour répondre assez promptement et durablement. Parce qu'il faut l'urgence, mais il faut la durabilité et il faut la qualité. Voilà. L'urgence, la durabilité, la qualité. Sur ce secteur, vous allez, dès après la formation du gouvernement, connaître les différents éléments de politique générale du secteur. Et je voudrais ajouter le fait que, d'une manière générale, la question aussi se pose autour de la qualité des hommes et des femmes qui conduisent les différentes sociétés d'État et plus généralement les différentes régies qui nous permettent de satisfaire les besoins quotidiens. Et sur ce terrain-là, je ne fais que me répéter, et Patrice Talon ne fait que se répéter, c'est la compétence. Et avec un cahier des charges bien précis. Très bien. Le projet de Patrice Talon, le nouveau départ, sera-t-il refondu vraiment avec celui de tous les autres candidats qui l'ont soutenu pour en faire un programme de gouvernement? Est-ce que c'est ça qui va se faire? Il y a deux observations. Nous avons un candidat qui est élu président de la République, mais qui est élu sur la base, évidemment, d'une coalition constituée. Et deuxièmement, à la base, il a développé, s'est engagé fortement sur son projet de société. Deuxième observation, dans les autres projets de société, il n'y a pas d'élément qui contrarie le projet de société de Patrice Talon. Il n'y a pas d'élément de contradiction véritable, ni idéologique, ni stratégique. Il me semble bien qu'il n'y a que les mêmes principes, les mêmes enjeux. Le renforcement de l'état de droit, le renforcement des institutions, la lutte contre toutes les formes de discrimination, la solution aux problèmes de vie, le renforcement de l'économie. Et bien entendu, sur ce terrain-là, c'est le projet de société de l'ensemble des candidats. Donc c'est le programme qui sera conduit. Mais Patrice Talon sera jugé sur les engagements très fermes que lui-même il a pris. Les engagements très fermes que lui-même il a pris. Et bien entendu, à partir de la constitution, de la formation du gouvernement, s'il y a des développements après la campagne électorale et après l'élection, vous serez les premiers à être informés. Très bien. ICC Service, les victimes de ICC Service, vous avez parlé de conditions de vie des citoyens, etc. Je crois, Aboulaye Biakane, qui est désormais dans la rupture avec Patrice Talon, en a fait l'une de ses priorités. Que ferez-vous de ICC Service? Non. Vous savez, c'est un acte qui a été commis. Ce sont des actes qui ont été commis, assez graves, non pas seulement pour les individus, mais pour l'économie en général. Et donc, il y a le devoir de justice. Ce devoir de justice sera satisfait. Il y a également les réponses à apporter à chaque citoyen qui aurait souffert dans ce drame-là. Ces réponses seront apportées par le gouvernement qui sera formé. Et donc, d'un point comme de l'autre, la question de la justice sera réglée et la question des réponses à apporter sera réglée. Mais je ne peux pas rentrer dans le détail sur le type de réponse, sur le contenu de réponse. Très bien. Soro Asogba de Ouida voudrait savoir si les ralliements, que je ne voudrais plus qualifier parce que ça dérange M. Abbas ou Olatunle de Porto-Nouveau, les ralliements ne vont pas nous conduire vers la pensée unique qui sera quand même suicidaire pour notre démocratie. Il faut encore une fois éviter de traiter les effets. Il faut traiter la cause. La cause, elle est institutionnelle. Elle est dans les réformes. Et donc, nous allons nous atteler sérieusement aux réformes.
Et bien entendu, nous connaissons dans ce pays. La pensée unique n'est pas béninoise. Même pendant les temps les plus forts de la Révolution, nous n'avons pas assisté sérieusement à la pensée unique. Et donc, chacun se détermine maintenant, pour le moment, stratégiquement, mais chacun va retrouver la place que la société lui confère et que les idées lui confèrent pour renforcer notre démocratie. Les réformes du système partisan font partie des priorités de Patrice Talon. Alors, M. Awani Loulou voudrait savoir si on ne pourrait pas, dans ce cas-là, imaginer un mécanisme qui favorise la candidature des indépendants et faire ainsi la promotion de jeunes qui aspirent à entrer sur le terrain de la politique. Je ne vous parle pas, je ne me prononcerai pas en tant que portant la parole de Patrice Talon. Mais très personnellement, il faut éviter avec les candidatures individuelles à l'élection présidentielle. C'est très grave. C'est très grave. Parce que pourtant, c'est ce que Talon vient de faire. Ce n'est pas parce que nous l'avons permis que nous allons poursuivre dedans. Pourquoi c'est extrêmement grave? Regardez, pour être un élu local dans le village le plus reculé du Bénin, il faut être porté par un parti politique. Dans un parti politique, il y a de la discussion, quel que soit le parti politique. Il y a de la discussion, il y a de la décision, il y a de la contradiction. Tant que nous allons continuer par célébrer les individus au lieu de célébrer les institutions, eh bien, notre pays ira à volo. Il faut avancer, mais jamais reculer. Je suis partisan. Et encore une fois, je vous le dis, je ne parle pas en tant que portant la parole de Patrice Talon à titre personnel, et si je suis consulté, c'est ce que je défendrai. Je suis partisan d'un mécanisme qui permettrait de n'admettre des candidatures à l'élection présidentielle que lorsque ces candidatures seront portées par des groupes. Il faut maintenant des candidatures sérieuses. C'est de la véritable pagaille à laquelle nous assistons que d'admettre des candidatures qui, a posteriori, se révèlent comme une sorte d'amusement de la galerie. Donc il faut éviter cela. Nous avons des préoccupations beaucoup plus sérieuses que cela. Il faut être candidat à une élection présidentielle, c'est un parcours. C'est un parcours de vie, c'est un parcours politique, c'est un parcours de connaissance d'un contexte, d'un milieu. Il faut éviter les passerelles, je veux dire, de facilité, ainsi que nous l'avions dénoncé. Vous les avez dans votre groupe, dans votre rang. Que voulons-nous? Voulons-nous corriger ou voulons-nous seulement regarder dans le miroir? Que voulons-nous de mieux pour notre pays quand nous ne serons plus? Quand ces enfants-là viendront, nous serons beaucoup plus nombreux en 2025 qu'en 2016. Est-ce que nous accepterions qu'un individu, parce que lui-même il a jugé qu'il peut être président de la République, soit candidat? Vous savez, la Sénat, c'est une administration. Elle doit déployer les ressources, les deniers publics pour assurer le même accompagnement à cet individu qu'à celui qui est porté par un parti politique. Il faut que nous puissions, avec beaucoup de courage, dire à nous-mêmes ce qui ne va pas et corriger. Ça fait partie des réformes, certainement. Absolument. Enfin, encore une fois, je souligne, il ne faut pas prendre Patrice Talon au mot. Je dis, je ne porte pas sur cette question sa parole, je porte ma propre parole.